Alors bonjour à tous, merci d'être là. Merci à la Société française de neurochirurgie de nous accueillir pour ce webinaire. Donc c'est une session un petit peu originale, hybride, avec les collègues neurochirurgiens qui sont en salle, et puis des représentants d'associations de malades, des malades, qui sont connectés via donc Internet. Avec la coordination de la filière de santé maladies rares Neurosphinx, Julie Chassagne, qui a réussi la prouesse technique de pouvoir nous connecter. Donc, il peut y avoir des questions au fur et à mesure des présentations. On est parti pour une petite heure et la session est enregistrée et a priori destinée à être diffusée sur YouTube, je pense. J'en profite donc pour rappeler que ce qu'est la filière de santé maladies rares Neurosphinx. C'est donc, vous le savez, au niveau national, la structuration des centres de référence en filière. En particulier pour notre thématique, c'est le centre de référence maladies rares, malformations vertébro-médulaires, Chiari-Syringomyélie, qui représente l'un des 3 centres de référence au sein de la filière. Pourquoi c'est important cette structuration? C'est que notamment depuis 2 ans, Neurosphinx offre des bourses pour des travaux de recherche sur cette thématique-là. Il y a eu 2 années de suite, une dizaine de dossiers qui ont été défendus financièrement à hauteur de 50 000 € la première année, 30 000 € la deuxième année, et que vous êtes bien entendu bienvenus pour postuler pour la prochaine session qui devrait avoir lieu courant 2022. Merci donc d'être là et je vais passer la parole à Steven Knafo, Jean-Rodolphe Vigne de Bordeaux, Romuald César de Brest. On participe et prendront la parole au fur et à mesure. Et merci donc Kevin de nous avoir permis d'organiser cette session dans ce cadre de la SFNC, dans cette belle ville de Nice. Steven. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc normalement ça marche. Super. Bon, donc c'est en effet un format un peu particulier, mais néanmoins il nous semblait intéressant que d'associer les patients à ce webinaire, parce qu'on va parler de malformation de Chiari et puis de ce qu'on appelle entre guillemets échec chirurgical. On verra que la définition d'un échec est pas forcément évidente, et donc c'était intéressant d'associer le point de vue non seulement des chirurgiens, mais aussi celui des patients. Le rationnel derrière, c'est qu'on le sait tous, pour ceux qui pratiquent cette chirurgie, globalement, c'est une chirurgie qui donne de bons résultats, puisque dans les différentes séries de la littérature, il y a en général autour de 65-75% d'amélioration clinique. Une partie, environ un tiers des patients qui sont dits stabilisés, donc ce qui peut être considéré déjà comme un succès pour un patient qui aurait par exemple, signes cliniques, une syringomyélie progressive, mais il y a quand même des patients qui sont aggravés cliniquement ou qui nécessitent une reprise chirurgicale. Et donc, c'est ces patients-là qu'on cherche aujourd'hui à mieux comprendre et à mieux cerner en termes de à la fois diagnostic, pourquoi ces patients-là ont un résultat clinique qui n'est pas celui attendu et ou radiologique, et on nécessite parfois une réintervention, et puis aussi que faire pour ces patients, comment les prendre en charge au mieux pour éviter, et vous verrez que c'est un peu ça l'enjeu, de rentrer dans une spirale, un engrenage de réintervention pour ces patients. Donc la première chose, et on le sait tous quand on est chirurgien, c'est qu'on apprend de nos échecs. Donc ça nous paraissait intéressant pour une fois en congrès de pas montrer que des choses qui marchent, et puis de montrer que parfois il y a des résultats qui sont pas ceux attendus, et qu'on y réfléchit et qu'on essaye tous ensemble d'en améliorer la prise en charge. Donc on va essayer d'organiser les choses à partir de cas cliniques réels issus des expériences de nos différents centres, et puis les comparer un petit peu avec les résultats de la littérature, et puis avec une cohorte rétrospective qu'on a repris sur le centre de référence de Bicêtre lorsqu'on a initié ce travail. Et puis l'idée, c'est que on fera donc des cas cliniques qui correspondent à 4 grosses situations qu'on a identifiées, dont je vais vous parler. Et puis entre chacune de ces situations, on prendra un temps d'échange
entre nous, médecins, mais aussi avec les patients, pour discuter de la prise en charge diagnostique, thérapeutique, de la situation qu'on aura décrite. Donc la première chose en effet, c'est qu'appelle-t-on un échec entre guillemets? Est-ce que par exemple la persistance d'une syringomyelie au décours d'une décompression de malformation de Chiari peut être considérée comme un échec si le patient par ailleurs va plutôt mieux cliniquement? S'il garde des symptômes qui sont invalidants, quand est-ce qu'on considère que c'est un échec et qu'il faut réintervenir? Quel délai on se donne? Finalement, est-ce qu'une bonne façon de parler d'échec, et c'est un peu ce qu'on adoptera ici comme définition, parler de réintervention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que le patient nécessite une réintervention chirurgicale, c'est que quelque part on n'a pas rempli le contrat qu'on s'était fixé au départ. Et donc il faut quand même essayer de distinguer dans cette notion d'échec, ce qui est, on va dire, de l'ordre de la complication post-opératoire précoce et nécessite une réintervention assez précoce. On a mis un cut-off à 6 mois. D'échecs dits plus tardifs, par exemple, lorsqu'il y a une révolution à distance du fait d'une arachnoïdite. Ce qui introduit aussi un peu la notion d'échec entre guillemets technique ou d'histoire naturelle de la maladie. Est-ce qu'une pseudo-méningocèle post-opératoire qui persiste à 3 mois est finalement peut-être plutôt une erreur d'ordre technique avec un défaut d'étanchéité de la plastie, ou est-ce qu'elle est secondaire à en fait une étiologie qu'on n'aurait pas forcément vue en préopératoire, par exemple une hypertension intracrânienne idiopathique préexistante. Si on regarde un petit peu la littérature, ce papier nous paraissait intéressant puisque c'est un papier qui regarde un assez grand nombre de patients, près de 700 patients, et qui s'intéresse essentiellement aux reprises précoces, donc à 30 jours, donc dans le mois qui suit l'intervention. Et vous voyez qu'il y a 6,8% de réintervention et que la majorité de ces réinterventions, elles sont liées à des problèmes de liquide. Donc l'ennemi, on va dire, en post-opératoire immédiat dans les malformations de Chiari, mais on le sait tous, c'est la pseudoméningocèle, la fuite de liquide cérébro-spinal, l'infection évidemment post-opératoire, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler la complication post-opératoire. C'est un peu différent pour ce qui est des persistances ou des récurrences ou des progressions de syringomyelie un peu plus à distance. Vous voyez qu'on retrouve quand même globalement à peu près le même chiffre, 7% des patients qui vont avoir une syringomyelie qui progresse à distance d'une chirurgie de décompression de la jonction crânio-vertébrale. Donc on s'est posé un peu la question au sein de notre propre centre à Bicêtre. On a regardé sur 10 ans les patients opérés, on avait 311 patients, et on s'est posé la question de savoir lesquels avaient été réopérés. Alors comme on a un centre qui reçoit pas mal de patients de l'extérieur, on avait certains patients qui étaient opérés initialement dans un autre centre et adressés pour la chirurgie de reprise. Mais si on regarde ceux qui avaient été opérés une première fois à Bicêtre, on a à peu près 6,7% de taux de réintervention, c'est-à-dire 21 des 35 patients qui avaient au moins 2 interventions avaient été initialement opérés à Bicêtre. Donc on est à peu près dans ce qui est rapporté dans la littérature, hein, au 10e près. En gros, je pense que la première information de ce webinaire, c'est de dire que il y a à peu près 5 à 10%, 7%, on va dire, de patients qui sont réopérés au décours d'une chirurgie de décompression de la jonction crânio-vertébrale pour une malformation de Chiari. C'est déjà une première information, et c'est sûr que c'est une information qu'il faut mentionner aux patients avant la chirurgie. Alors, ce qui était intéressant, c'était de se regarder un petit peu le délai, le timing de ces réinterventions. Vous voyez qu'il y a en fait la moyenne, elle est à 28 mois, mais en fait, il y a vraiment 2 cas de figure différents. Il y a des réinterventions précoces, et on l'a vu précocement dans le premier mois, où on va dire les 6 premiers mois, le plus souvent, c'est les problèmes de liquide, de pseudoméningocèle en particulier. Dans les réinterventions dites tardives, c'est-à-dire au-delà de 1 an, c'est plus souvent un problème d'arachnoïdite qui va conduire à une réoblitération foraminale et souvent la progression secondaire d'une syringomyelie. Donc on a regardé un petit peu parmi les 35 patients qui ont eu au moins deux interventions à Bicêtre au cours des 10 dernières années. Le délai, donc on en a parlé, c'est à peu près 2 ans et demi. Les causes, donc vous aviez 28% de patients qui étaient repris pour des pseudoméningocèles, c'est comme je vous l'ai montré, plutôt des reprises précoces, et puis des patients qui avaient notamment des progressions de syringomyelie, qui étaient plutôt des reprises tardives, et environ 40%. Donc il y a vraiment 2 cas de figure, si on fait un peu schématique. Les reprises précoces, un tiers des patients opérés pour pseudoméningocèles. Les reprises tardives, un peu plus d'un tiers des patients qui étaient repérés, et c'était souvent dans le cas d'une syringomyelie progressive secondaire. Donc maintenant, quand on reprend ces patients, que fait-on? En fait,
en pratique, si on regarde notre propre expérience. Ce qui a été réalisé le plus souvent, donc on reprenait pour un tiers des patients la décompression osseuse. On agrandit la décompression osseuse, ce qui veut dire qu'il faut d'abord regarder sur un scanner et s'assurer de la suffisance ou pas de cette décompression osseuse et ce qu'on peut faire mieux. Pas avoir peur d'être critique de son propre résultat. Et pour en fait, vous voyez ici, 50% des patients, il y avait un temps d'arachnoïdolyse qui était réalisé et associé pour un quart des patients à une tonsillectomie. En fait, tonsillectomie, c'est tonsillectomie ou coagulation des tonsilles. Donc, l'idée étant de non seulement réséquer l'arachnoïdite autour des tonsilles, mais aussi d'essayer de gagner un peu plus de place en réséquant une partie ou en coagulant ces tonsilles. Et vous voyez que finalement, pour pas mal de ces patients, plus de 2 tiers, donc on reprenait évidemment en intradural et presque la moitié avait un shunt qui était posé à un moment ou un autre. Donc les 4 situations qu'on a identifiées, ce sont celles-ci, les pseudoméningocèles, les arachnoïdites foraminales, l'œdème papillaire et les malformations osseuses, qu'on appelle aussi parfois les caries complexes, entre guillemets. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue des cas cliniques et entre chacune de ces situations, on prenne un temps de discussion pour échanger autour de la prise en charge de ces différentes complications. Donc, on commence avec un premier cas, finalement, peut-être le plus classique, de pseudoméningocèle. Donc, c'est une jeune femme de 39 ans qui a des céphalées impulsives tout à fait typiques, qui n'a pas de syringomyélie, pas de myélopathie, qu'on opère en faisant une décompression ostéodurale, en retirant l'arc postérieur de C1, en faisant une plastie avec un matériel de synthèse. Il n'y a pas d'arachnoïdite constatée sur le compte rendu opératoire lors de la première intervention. Voilà, une prise en charge assez classique. Et à 2 mois post-opératoire, une pseudoméningocèle associée à des céphalées et probablement un petit élargissement des ventricules sur le scanner. Donc on en discutera après de ce que vous auriez peut-être fait. Nous, ce qui a été fait, donc c'est une reprise au niveau foraminal avec une reprise de la plastie durale, une réfection de plastie avec de la ponévrose. Et finalement, la méningocèle récidive de nouveau, cette fois-ci avec un écoulement cicatriciel. Et donc, devant cet échec, on va dire, de reprise foraminale, il est décidé de poser une dérivation kysto-péritonéale, donc en mettant le cathéter proximal dans la pseudoméningocèle et le cathéter distal au niveau du péritoine. 1 mois plus tard, la patiente revient avec une collection abdominale douloureuse. La pseudoméningocèle, elle est plutôt effondrée, mais vous voyez ici que le drain péritonéal s'est mobilisé et il y a une collection abdominale et donc il y a une ablation de sa dérivation parce qu'elle a été manifestement infectée. Évidemment, la méningocèle revient, de nouveau les céphalées impulsives reviennent et donc on pose une deuxième dérivation kysto-péritonéale qui permet de régler le problème. Donc si vous voulez, on peut commencer un premier espace de discussion à ce moment-là. Vous voyez ici un cas assez typique de pseudoméningocèle. Donc on a dit, c'est essentiellement des complications post-opératoires précoces dans les 6 premiers mois. Est-ce qu'on aurait pu identifier des facteurs de risque de pseudoméningocèle chez cette patiente? Et quand est-ce qu'il faut reprendre ces patients? C'est déjà une première question, c'est-à-dire qu'une pseudoméningocèle sur une IRM post-opératoire à 3 mois, c'est en fait quelque chose d'assez fréquent. Quand est-ce qu'on considère que c'est un problème et que ça va nécessiter une reprise chirurgicale? À quel délai, quel horizon on se donne pour les patients? Je ne sais pas si peut-être le plus simple, c'est au niveau des modérateurs, vous pouvez commenter et puis éventuellement dans la salle, on prendra d'abord les questions de la salle et puis ensuite les questions des patients si vous voulez. Donc une question sur ce problème. Moi, je vais faire des critiques. Là, en l'occurrence, on a une décompression qui est gigantesque et qui est peut-être pas tout à fait bien centrée sur le trou occipital parce qu'on n'a pas vraiment besoin de remonter aussi haut et d'être aussi large sur la décompression. Donc, je pense qu'il y a quand même peut-être une réflexion technique là-dessus. Je sais qu'il a été opéré dans le service, donc je suis libre de faire des critiques. Mais voilà, quoi, c'est peut-être pas la peine non plus d'étendre la décompression jusqu'en haut. Après, c'est vrai, quand il y a une méningocèle, qu'est-ce qu'on fait de première intention? Je sais pas, Jean-Rodolphe, comment vous fonctionnez en routine? Voilà. Alors, peut-être qu'en opératoire, on n'a pas d'autres informations que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arachnoïdite, a priori. Voilà. Et il y a une plastie avec du neuropatch. Voilà. Il y a eu des tests de perméabilité, de la colle. Il y a eu de la colle. C'est pas décrit s'il vérifie, mais
selon la formule habituelle, la plastie est aussi étanche que possible. D'accord. Après, est-ce que certains font une ponction lombaire évacuatrice en post-opératoire immédiat? Est-ce que ça vous De façon arrive? systématique ou en cas de méningocèle? Non, de façon systématique. Il y a certaines équipes, j'ai vu, qui faisaient ça. Pour en fait faire en sorte que le flux de LCR puisse circuler dans l'axe crânio-spinal de façon Alors, précoce. nous, à Bicêtre, on ne le fait pas. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez l'habitude de faire des PS soustractifs post-opératoires systématiques pour... Alors après, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un élément qui est redouté en post-opératoire. Après, il y a le positionnement. Est-ce que chaque équipe respecte certaines consignes post-opératoires immédiates? Donc, pour nous, c'est position libre. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Position libre aussi. C'est-à-dire de verticaliser, par exemple, le plus tôt possible les patients. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement, il y a un consensus par rapport au positionnement post-opératoire? Il y en a certains qui gardent les patients alités pendant 24-48 heures, d'autres non. On pourrait imaginer que plus tôt on l'élève, mieux c'est pour... Voilà. Et ensuite, pour revenir à la question, c'est effectivement la complication qui est redoutée en post-opératoire. C'est vrai qu'on a tendance à faire peut-être un examen systématique déjà, radiologique, et c'est vrai que souvent, on a une persistance, une méningocèle qui est presque physiologique, je dirais. Souvent en post-opératoire, on a ce décollement, cet épanchement de liquide. Et à quel moment, à ce moment-là, on peut décider si c'est quelque chose de plutôt post-opératoire physiologique ou quelque chose qui peut être menaçant? Est-ce que dans la salle, vous avez des... que vous donnez un cut-off, vous dites une méningocèle tendue à 3 mois, c'est pas normal, ou on peut donner un petit peu de temps s'il n'y a pas de retentissement clinique? Ou est-ce que globalement, à partir du moment où... alors on parle évidemment pas de la collection sur l'IRM sans aucune prédiction clinique, on parle vraiment de la méningocèle qui se voit, qui augmente lorsque la patiente ou le patient tousse, fait des efforts et qui garde par exemple des céphalées. Combien de temps vous donnez en moyenne avant d'envisager une reprise chirurgicale? Jamais. Vous avez de la chance. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un micro dans la salle qu'on puisse... peut-être un des deux là? Ah. Donc, il y a une réflexion en effet d'ordre technique qui est de dire que en fonction de la matériel utilisé pour faire la plastie durale, il y a des risques plus ou moins importants de pseudoméningocèle et notamment pour les matériaux non biologiques. Le patch s'appuie par les pouces, quel que soit le fil qu'on utilise. C'est jamais étanche. Ça, enfin, quand on fait le tissu s'accroche pas bien sur ce synthétique. Bien avec le line là qui est merveilleux, qui fait gagner 2 jours d'hospitalisation environ adulte, préférentiellement là. Et puis dans le cas spécifique de ce que tu as montré, je crois que c'est une patiente pléthorique. Un petit peu. Que j'ai pas, jouer. Il y a deux choses intéressantes. En effet, l'intérêt du neuropatch, c'est que ça colle pas, comme vous l'avez dit, ça adhère pas bien au tissu. Alors, on peut ne rechercher que ça ne colle pas. En l'occurrence, l'idée, c'est pour ceux qui utilisent un matériau synthétique comme le neuropatch, dans les plasties durales de malformation de Chiari, c'est d'éviter les adhérences foraminales, qui sont aussi un facteur de risque d'échec, et que, pour certains, en tout cas, sont plus présentes lorsqu'on utilise un matériel autologue, comme par exemple de la ponévrose. Donc, intervention de Laurent Riffaut. Moi, je suis comme lui, hein, je fais que de l'autologue, beaucoup de fascia lata et maintenant beaucoup d'aponévrose cervicale, mais pas de matériaux synthétiques. Mathieu, Vincent? Je vais dire à peu près ce qu'a dit Laurent en rebondissant sur le côté hydraulique.
cas épicrânien, Rios, ça, on a de la chance chez l'enfant. D'une part, et d'autre part, il y a là ce cas est quand même très illustratif du problème hydraulique qui est sous-jacent. Ça montre bien que le chiaris, c'est un problème hydraulique intracrânien. Et effectivement, le fait que la patiente soit obèse, je pense que quand on a vu son scanner abdo, c'est possible que derrière ce chiari, il y ait une pseudo-tumeur cérébri et que ce soit ça le problème de base et finalement il évolue vers une hydrocéphalie. Alors, c'est une question qui pour moi n'est pas résolue, c'est est-ce qu'on a un engagement tonsillaire dû à l'HTIC ou est-ce qu'on a une hydrocéphalie qui peut être due à un blocage au niveau de la charnière? Il y a des cas chez qui la décomprimée, ça résout l'hydrocéphalie. C'est le troisième thème des HTIC. Énorme problème. Alors, il y a le problème de la plastie et puis il y a aussi le complément d'étanchéité qu'on rajoute ou pas au geste de plastie, que ce soit du Surgicel, que ce soit pour d'autres de la colle, que ce soit du Tacocil, ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on a quand même maintenant des outils aussi assez simples de renfort d'étanchéité sur une plastie. Alors, Julie, est-ce qu'il y a des questions de la part ou de représentants de l'association APZ, que je remercie d'être connectés, ou bien d'intervenants? Alors, oui, on a reçu pas mal de questions, oui. Est-ce que vous voulez que je les lise ou est-ce que vous voulez les lire? Alors, existe-t-il des réflexions sur de nouvelles techniques moins invasives et quelles sont-elles? Vaste question, mais il faut bien voir que le consensus international et mondial maintenant est assez clair. Pour les chiaris syringomyélis, c'est la décompression plus plastie. Hein. Et ça, notamment, ça a été finalisé par le consensus de Milan récemment. Je dis ça parce que si l'arrière-pensée de la personne qui pose la question est quelle est la place de la section du phylum, on va répondre qu'il n'y en a pas et que c'est relativement clair et de la part des sociétés françaises, de langue française et de collèges de neurochirurgie. J'avais lu que la ponction lombaire était un acte dangereux quand on a un chiari syringomyélie. Alors là, on se pose dans une situation post-opératoire où on peut éventuellement être amené à faire une ponction lombaire pour soutirer du liquide avec un peu de pansement compressif en cas de méningocèle lorsque la charnière est décomprimée. Hein. Donc, voilà, donc ensuite, pourquoi vous ne pratiquez pas la section du phylum? Bon, il y a d'éminents collègues neurochirurgiens dans la salle. Je vais leur demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font la section du phylum terminale? Je pense que c'est sous-entendu de façon extradurale, comme c'est fait dans d'autres pays plus au sud. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui la pratiquent? Non, et c'est pas pratiqué parce que ça n'amène rien sur le contrôle de la maladie. Bien au contraire, ça retarde la prise en charge. Ça, c'est des mises au point sur lesquelles on pourra revenir. On va peut-être pouvoir enchaîner maintenant, Jean-Rodolphe, et on reviendra sur les questions. Oui, Jean-Rodolphe Vigne du centre de Bordeaux. Je voulais vous présenter cette patiente de 30 ans qui est venue dans notre centre. Cette patiente très sportive a commencé à avoir des paresthésies des membres supérieurs, plutôt à gauche, des sensations de bras gelés, des décharges augmentées en position allongée. Et puis en fait, elle était très très gênée dans ses activités physiques. L'imagerie, le bilan a montré qu'il existait une ptose de ses amygdales avec un syrinx. Et après discussion, vu l'évolutivité, vu le contexte radiologique et vu les symptômes, il a été décidé de réaliser une craniectomie avec résection de C1, plastidurale. Alors là, pour le coup, c'était une plastie autologue. L'arachnoïde paraissait peu épaisse, assez correcte. On avait une circulation du liquide cérébrospinal tout à fait correcte en post-opératoire, en péropératoire, mais après avoir fermé la dure-mère, en échographie. Et puis l'évolution a été faite cliniquement sur une amélioration avec une nette diminution des paresthésies, une disparition de la syringomyélie. Excusez-moi, c'est effectivement un T1. Je n'ai pas eu le temps de prendre un T2, mais il faut me croire, effectivement, le syrinx a disparu. Néanmoins, à 6 mois, elle a présenté des troubles visuels progressivement, et puis constatation d'un œdème papillaire qui a été pris en charge initialement par un traitement médical, le Diamox, et un suivi ophtalmo tous les 3 mois.
Néanmoins, malgré cette prise en charge, elle a décompensé des céphalées et elle est arrivée aux urgences avec un scanner qui a montré une hydrocéphalie et une décision de mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale qui a fait régresser fortement l'œdème papillaire et ainsi que la symptomatologie de céphalée. Elle a eu un suivi annuel, une régularisation progressive de ses symptômes et une reprise de ses activités, notamment sportives. Vous l'avez compris, c'était essentiel. 2 ans après, elle présente des tout petits signes de démangeaison de la nuque, parfois des douleurs de l'hémiface droite. Ça a été pris en charge par différentes thérapeutiques, kinésithérapie, infiltration sous-occipitale pour ces douleurs qui étaient effectivement plutôt postérieures également, et alors que l'IRM de contrôle était plutôt stable. Et 5 ans après, en fait, elle a, devant des reprises de dysesthésie de l'hémiface droite, tout ça majoré aux efforts, avec des sensations d'engourdissement du membre supérieur toujours un petit peu gauche, eu cet examen IRM qui montre effectivement cette dilatation du V4, cette syringomyélie qui remonte très très haut, et finalement, après discussion, il a été décidé de reprendre cette patiente et la reprise chirurgicale a consisté à une libération de cette charnière crânio-cervicale qui a été faite par une arachnoïdite, devant une arachnoïdite extensive adhérente qui était complètement opaque et ma collègue a mis en place également un cathéter jusqu'au niveau du 4e ventricule pour essayer de faire en sorte que cette circulation de liquide cérébrospinal puisse se faire de façon optimale. Alors l'évolution a permis de constater une régression de ces symptômes et on est à 1 an avec une stabilisation de ces symptômes. Voilà, actuellement, on n'a pas suffisamment de recul, en tout cas, pour voir l'évolution de ce trouble de circulation du liquide cérébrospinal. En fait, on a plusieurs cas d'arachnoïdite, donc on va les passer ensemble, ce qui permettra ensuite d'avoir une discussion groupée sur la thématique de l'arachnoïdite en post-opératoire de décompression de charnière. Donc ça, c'est un autre cas d'arachnoïdite foraminale, une patiente de 50 ans, pareil, des signes sensitifs au membre inférieur, une syringomyélie cervicale sur un chiari qui ne sont pas trop bas, et réalisé dans un autre centre pour le coup, une décompression ostéodurale avec une ouverture de l'arc postérieur de C1. Alors, c'est une plastie durale, mais avec en gros du surgicel et de la colle. Et à 8 mois, la patiente présente une majoration de ses signes sensitifs au membre supérieur et l'IRM que vous voyez ici, avec d'une part une pseudo-méningocèle et puis en fait une nette majoration de sa syringomyélie. Et vous voyez ici probablement déjà un accolement de la plastie aux tonsilles cérébelleuses. Et lorsqu'on fait une IRM en coupe axiale, on voit ce qui semble être assez clairement une fistule avec un artefact de flux. La patiente est réopérée pour reprise de l'étanchéité durale et réaliser une arachnoïdite, pas de mise en place de tuyaux. 17 mois plus tard, alors que vous voyez que le résultat sur la jonction crânio-vertébrale semble en tout cas meilleur, on a de néo-grande citerne qui est apparue, elle garde une petite pseudo-méningocèle mais qui ne semble pas compressive. La syringomyélie continue de progresser avec l'extension au niveau du tronc cérébral sous la forme d'une syringobulbie avec toujours une absence de flux au niveau postérieur, au niveau de la jonction crânio-vertébrale. Il est proposé à la patiente une réintervention, essentiellement pour essayer de reprendre donc cette arachnoïdolyse et probablement mettre un shunt, mais la patiente refuse la réintervention et finalement elle est réadmise via les urgences 24 mois plus tard avec un syndrome cérébelleux très important, des céphalées impulsives, une ataxie et sur cette IRM, vous voyez l'évolution vers ce que s'appelle en fait une syringocéphalie, c'est-à-dire en l'occurrence une extension de la cavité liquidienne via les pédoncules cérébraux et cérébelleux à l'hémisphère cérébelleux droit. Alors ce qui est assez informatif et plutôt intéressant, c'est quand vous faites une IRM de flux, en fait vous voyez que le flux, il remonte à travers la syrinx, les pédoncules cérébraux, cérébelleux, puis l'hémisphère cérébelleux. Donc il y a une vraie continuité
entre les différentes cavités liquidiennes que présente la patiente. Et donc, sur cette base-là, il est décidé de mettre en place une dérivation en shuntant finalement la terminaison, on va dire, de cette cavité au niveau cérébelleux. Donc, il y a un shunt, une dérivation cérébello, enfin kysto-péritonéale qui est mise en place, qui permet en fait assez rapidement une nette diminution d'une part de la syringocéphalie, syringobulbie, persistance d'une syringomyélie. Et vous voyez que cette syringomyélie à 6 mois, elle diminue très nettement. Donc un résultat qui est à la fois clinique et radiologique favorable. En drainant, on pourra discuter, on aurait pu mettre le drain ailleurs, probablement que la plupart des gens l'auraient mis plutôt au niveau de la syrinx. Mais voilà, d'où aussi l'intérêt de réaliser des examens de flux et des examens en T2 coupe fine pour essayer de bien visualiser les différentes adhérences et le trajet du liquide cérébro-spinal. Alors on enchaîne avec un dernier cas d'arectomyélite et puis après on discutera de cette thématique ensemble. Alors moi je suis Rommel Césaire du centre de Brest. Je vais présenter un cas clinique du service. C'est un patient de 69 ans qui présentait des troubles de la marche depuis 5 à 6 ans avec des infections urinaires à répétition nécessitant des autosondages. Et puis donc compte tenu de cette situation, il y a un examen par IRM qui a été réalisé et qui a donc montré un chiari avec une syringomyélie. Alors l'examen neurologique fait dans le service, c'était un syndrome tétrapyramidal en fait, avec un syndrome proprioceptif. Par contre, il n'y avait pas de syndrome syringomyélique patent. Il y a eu une intervention qui a été réalisée à 2 mois de la première consultation avec une crâniectomie sous-occipitale, une résection de l'arc postérieur de C1, une plastie d'élargissement, mais sans aller chercher une éventuelle arachnoïdite. À 6 mois, il y a une amélioration modérée sur la marche, une diminution, enfin un règlement sur le plan urinaire, mais avec une imagerie finalement qui n'est pas extrêmement satisfaisante, même si on voit des espaces postérieurs réapparaître, il reste une syringomyélie assez importante. Alors qu'à 1 an, les choses sont un peu stagnées, elle est revenue à son état antérieure, néanmoins se plaint d'impression de troubles visuels, avec là par contre une amélioration sur le plan de l'imagerie. Donc on avait décidé de poursuivre la surveillance, elle était à peu près dans l'état neurologique initial, qu'elle avait depuis 5-6 ans. Et puis on se retrouve à 2 ans de la première consultation chez nous, et il y avait à nouveau une dégradation très nette de la marche, une patiente qui arrive quasiment en fauteuil roulant avec un nystagmus très net, sans autre trouble visuel patent. Et on réalise une intervention chirurgicale avec une arachnolyse, et là il y avait une arachnoïdite extrêmement importante qui a permis de régler une partie du problème en tout cas. Donc ça c'est l'IRM avant la seconde intervention chirurgicale, où là il y avait à nouveau une réapparition d'une syringomyélie importante. Et puis là, on est à un peu plus de 3 mois de la seconde chirurgie. Bon, il y a une diminution de la syringomyélie, mais qui est encore présente. On voit réapparaître des espaces à nouveau postérieurs. Par contre, sur le plan clinique, il y a une amélioration très nette de la marche, une diminution du syndrome tétrapyramidal, même s'il persiste un syndrome proprioceptif, et une amélioration aussi sur le plan urinaire. Donc là, on n'a pas beaucoup plus de recul. Là, on est actuellement à 6 mois de la seconde intervention. On a 2 ans et demi de la prise en charge initiale. Donc là, en matière de discussion, la prise en charge diagnostique d'une arachnoïdite, les séquences d'IRM, IRM de flux, T2 coupe fine, associées ou non à une hydrocéphalie, une syringomyélie, et puis les étiologies, on en a un petit peu parlé. Et puis ensuite, la discussion sur le traitement de l'arachnoïdite, donc exploration ou ouverture d'emblée, une révision foraminale avec arachnoïdolyse, et puis éventuellement les espaces sous-arachnoïdiens cervicaux,
Et puis, quid de la dérivation syringo-péritonéale. Voilà, on va pouvoir discuter ces éléments. Je pense qu'en effet, on peut voir un petit peu avec la salle si devant une syringomélie qui progresse avec un aspect d'arachnoïdite sur l'IRM, qui en général a plutôt tendance à essayer de faire une révision foraminale, c'est-à-dire une arachnoïdolyse, et techniquement comment, c'est-à-dire est-ce que uniquement l'arachnoïdolyse ou bien une plastie avec un matériel justement peut-être non autologue, ou bien un cathéter entre quatrième ventricule et les espaces sous-arachnoïdiens cervicaux, et qui a plutôt tendance à se dire que finalement, s'il y a une arachnoïdite, il y a peut-être des facteurs qu'on ne contrôle pas forcément, qui sont des facteurs inflammatoires qui vont récidiver. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer d'emblée à la dérivation syringo-péritonéale, si tant est qu'il y a évidemment une syringomyélie importante. En fait, quand tu dis il y a un aspect d'arachnoïdite préopératoire, c'est pas évident parce que c'est quoi? C'est un antécédent de traumatisme obstétrical au moment de la naissance qui peut mettre la puce à l'oreille. Et deux, c'est quand il y a une discordance avec une grosse cavité et un petit carie, en fait. Parce que l'arachnoïdite, même si on fait des coupes injectées, on peut la voir, mais le plus souvent, en fait, on la voit pas trop. Donc ça repose aussi la question de ce qu'est le déroulé d'une intervention de première intention dans nos habitudes respectives. Et après, effectivement, c'est plutôt en fait dans des situations d'échec qu'on est amené à y retourner et puis à mettre le tuyau à ce moment-là. Du côté pédiatrique, vous avez des expériences particulières? Laurent Riffaut? Non, mais je voulais rebondir sur ce que vous dites. En fait, c'est quel bilan radiologique, parce qu'on reçoit des patients avec des IRM qui sont faites en libéral, qui sont pas franchement bonnes, qui sont pas injectées. Alors, moi, je m'en contente. Mais est-ce qu'il faut, alors à ce moment-là, mais c'est une demande de conseil, hein, est-ce qu'il faut refaire avec injection, ou alors simplement quand on a la puce à l'oreille sur le carie, il n'est pas très important, puis on voit comme le cas de Romuald, à ce moment-là on se dit oh, il y a anguille sous roche, et là il faut refaire le bilan avec des séquences de flux, un bilan chiadé, quoi. Je pense que le message il doit être là. On peut oui, effectivement compléter par des séquences 6 ou drive, là, inframillimétrique et code gradient T2, et puis éventuellement IRM injecté aussi pour regarder un peu les sinus. Bon, voilà, mais... Vous voulez poser une question à Jordan? Sur ton cas, elle avait, vous lui avez mis une valve. Vous n'avez pas révisé la valve avant de reprendre le bas? Non, alors a priori il était fonctionnel, c'était pas moi qui m'en suis occupé, mais bon, peu importe. Je sais que ma collègue était sûre que effectivement la valve fonctionnait bien. Vérifier ça. Ok, Mathieu Vinchon. Oui, alors il n'y a pas de vérité révélée, il n'y a aucun consensus concernant la technique, que ce soit en pédiatrie ou en adulte. De façon générale, le principe de la chirurgie, c'est quand même de créer une néo-grande citerne pour permettre au liquide de circuler. Moi, je sais que très souvent, très belleuse, et je fais le placide diurmère pour agrandir, pour qu'il y ait de la place que ça circule, et je suspends la diurmère. La technique de bras d'or, parce que je pense que c'est important que le liquide. Et quand il y a une syringomyélie, ça c'était un petit peu sous l'influence de Michel Zéra, même très souvent un cathéter dans le quatrième ventricule, entre le quatrième ventricule et les citernes dès la première opération. Repris quasiment pas. Hein. Alors est-ce que c'est ça qui marche? Je ne sais pas, mais moi je pense que c'est important. Alors, je pense que c'est une petite différence entre l'activité adulte et pédiatrique. C'est que je ne pense pas que chez les adultes, il y ait des collègues qui mettent de première intention un cathé entre V4 et espace sous-arachnoïdien. Mais je sais qu'effectivement, vous le mettez de temps en temps plus facilement que d'autres. Federico Di Rocco. Et tu peux parler devant le micro, Philippe, pour l'enregistrement. Non, mais je voulais juste nuancer le propos de Mathieu. On ne met pas forcément systématiquement en pédiatrie des cathéters, hein, juste pour rassurer les associations. Mon enfant n'a pas eu. Voilà, c'est du cas par cas, sachant que globalement, chez l'enfant, le post-op est un petit peu différent.
ces problèmes. Après, vous avez sélectionné des cas qui ont évolué évidemment. Mais c'est quand même ce tableau. Les problèmes d'hydrocéphalie qui se démarquent. Des problèmes de circulation générale que des problèmes purement focaux. On a une question de patiente qui demande en quoi consiste une arachnoïdolyse. C'est vrai qu'on parle d'arachnoïdite, d'arachnoïdolyse, mais peut-être qu'on n'explicite pas suffisamment le terme pour les patients. Donc, arachnoïdite, c'est une inflammation de l'arachnoïde. L'arachnoïde, c'est une des membranes qui entoure le cerveau et qui peut gêner la circulation du liquide cérébrospinal. Et puis, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les malformations de Chiari, même si leur nom suggère que c'est un problème malformatif et en particulier osseux, c'est surtout en fait un problème de circulation du liquide du fait de l'oblitération, c'est-à-dire de l'obstacle à la circulation de ce liquide au niveau de la jonction crânio-vertébrale, qui peut être soit lié à un problème osseux et c'est là en l'occurrence les cas qu'on montre, il y a une inflammation des membranes autour du cerveau, du cervelet. C'est ça qu'on appelle une arachnoïdite. Et donc l'arachnoïdolyse, ça consiste à essayer de libérer ces adhérences pour restaurer un espace de circulation pour le liquide cérébrospinal. Et on peut constater aussi que, là, dans le dernier cas, qu'il y a un phénomène inflammatoire ou de circulation qui, secondairement, peut réapparaître, puisqu'on a vu la cavité se réduire, puis réapparaître. Donc, c'est pour ça qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'emblée? Si c'était mettre un cathéter, peut-être que ça aurait résolu le problème, mais bon. Il y a une seconde question, en effet, de patient sur le timing de l'intervention et qui demande si le fait de faire une chirurgie un peu précoce, à partir du moment où il y a des symptômes, réduirait ou pas le risque d'échec. Est-ce que si on se fait opérer plus rapidement, entre guillemets, on a moins de risque d'avoir un échec post-opératoire? Globalement, je pense qu'il n'y a pas de relation directe et certaine entre effectivement une chirurgie précoce et la constitution ou pas d'une arachnoïdite. Donc voilà. Dernière question peut-être à Monsieur Parker. Moi, le Chiari, c'est une intervention qui me stresse plus que d'enlever une fausse poste parce que je trouve que c'est faussement une intervention facile. Par exemple, la contamination pendant qu'on fait la suture de la plastie. Moi, je suis complètement obnubilé par le fait de protéger avec des cotons, d'aspirer en permanence, qu'il n'y ait pas de contamination le moins possible du foyer opératoire par le sang. Est-ce que, avec votre expérience, vous êtes un peu comme moi, ou est-ce que cette contamination, vous pensez que ça compte pas tant que ça, ou est-ce que vous accordez une grande importance à avoir un bon opératoire qui pose bien son suceur? Je pense qu'on est tous très obsessionnels et qu'on a tous horreur que tout ce qui est extradural passe en intradural. Enfin, je crois que s'il y a quelques points communs qu'on a tous, c'est bien celui-là. Alors après, autour de la discussion, faut-il ouvrir la durmère, faut-il ouvrir l'arachnoïde? La remarque qu'on peut se faire, c'est que quand on opère des charnières ou des fosses postérieures de toute nature autre que celle-là, en fait, la problématique de l'arachnoïdite, elle est quand même exceptionnelle. C'est-à-dire, on retourne quand même quasiment jamais sur un méningiome du trou occipital parce qu'il a développé une arachnoïdite. Donc, il y a quand même probablement un petit peu une maladie sous-jacente de la méninge. Mais je conserve ce côté obsessionnel, c'est clair. Après, on est passé un peu par toutes les phases, ouverture arachnoïde par arachnoïde, coagulation de l'amygdale en ouvrant l'arachnoïde, sans ouvrir l'arachnoïde, à travers l'arachnoïde, vérification de l'efférence du V4. Bon, alors, la résection, il y a une problématique derrière la résection, c'est que je pense qu'il faut en parler aux malades de la résection, parce que à partir du moment où on fait un geste qui est comme celui-là, et moi personnellement, je me souviens de Roger Robert, hein, qui dans son enseignement d'anatomie nous disait toujours tout ce qui va par deux dans l'organisme, c'est toujours un petit peu délicat d'y toucher, quoi. Bon, donc, en dehors de ça, voilà, il faut rester un peu obsessionnel, mais je ne pense pas que ce soit véritablement le fond de la difficulté.
Donc du coup, on va peut-être enchaîner sur le point suivant. Donc le point suivant, c'est celui de l'hypertension intracrânienne. Donc on a vu que c'est entre 5 et 7% des malades qui vont avoir un œdème papillaire au moment du diagnostic. Mais il ne faut pas oublier que certains vont aussi le développer en cours d'évolution. Et je reconnais qu'avec l'expérience, je demande quasiment systématiquement un œdème papillaire pratiquement à tous les malades. Donc là, la question, c'était une forme grave d'œdème papillaire stade 4 avec des éclipses visuelles, donc, et des épisodes de suspension complète de la vision. Il y avait cette situation-là amygdalienne avec le bord inférieur de l'amygdale jusqu'au niveau de C1. Évidemment, alors il y a eu une PL. Moi, je ne pense pas que c'est nous qui l'avons demandé, la PL. Et je pense qu'on aurait contre-indiqué la PL. Et donc la question est de savoir si c'est effectivement un Chiari qui, à un moment donné de son évolution, s'est complété par une hypertension intracrânienne, ou bien si c'est effectivement une hypertension intracrânienne idiopathique avec la ptose amygdalienne. Et c'est pas toujours simple. Donc là, il y avait des petits ventricules qu'on n'a pas toujours non plus envie de cathétériser parce qu'on sait que faut la neuronave et puis que c'est en soi aussi, la valve, c'est quand même aussi un petit peu entre guillemets une maladie. Les sinus veineux, il y avait des granulations de Paccioni à droite et il y avait une bonne sténose à droite. Et il y avait une image un petit peu de sténose à gauche, mais qui était moins marquée. Et donc, et une petite fosse postérieure, avec à l'anamnèse quelques notions quand même un petit peu de douleur occipito-nucale. Donc, elle avait eu un cathétérisme fait dans un autre établissement pour étudier le gradient veineux. Il y avait un gradient de veineux, mais alors le stent avait été proposé d'un côté par une équipe de neuroradio interventionnelle, et nous on avait dit c'est un peu embêtant quand même parce que si jamais il y a un échec, après avec la double anti-agrégation plaquettaire, on est quand même un peu dans l'impasse si jamais il fallait la valver et ou la décomprimer. Et donc en gros la discussion était plutôt est-ce que c'est une décompression ou est-ce que c'est une valve de première intention. Donc on avait fait la décompression avec la plastie. Et puis, non seulement, puisqu'on est dans l'analyse des difficultés, non seulement le nerf papillaire n'avait pas régressé, mais il y avait eu une petite méningocèle. Donc, on s'était dit dans un premier temps, on garde le Diamox toutes les 8 heures, comme le rappelait dernièrement au JNE Marc Baroncini. Et si jamais ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, il y a eu une petite période d'amélioration clinique, un petit peu d'amélioration de l'œdème papillaire, mais il y a eu donc cette pseudo-méningocèle, et puis comme l'œdème papillaire persistait, on a mis le tuyau entre la méningocèle et puis le V4. Alors, il y a eu un petit épisode de dysfonctionnement du tuyau, mais en gros, il y a maintenant une évolution qui est parfaite, avec une disparition complète de l'œdème papillaire, l'arrêt complet du Diamox, et pratiquement plus de symptomatologie. Comme cette personne est remarquablement intelligente, elle a posé comme question, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder mes sinus veineux maintenant que j'ai plus l'œdème papillaire? Et ben, du coup, on a regardé et du coup, on a vu que du côté gauche, la sténose a complètement régressé. Donc, ce qui était bien une sténose veineuse fonctionnelle induite par l'hypertension intracrânienne. Et du côté droit, ça restait des granulations de Paccioni. Donc, de temps en temps, la décompression de la charnière, elle va permettre d'améliorer et de faire régresser l'œdème papillaire, mais je dirais comme ça à peu près une fois sur deux, et que sinon c'est effectivement le shunt. Donc là, je serais très intéressé d'avoir un petit peu les retours, commentaires des autres équipes dans la salle sur cette problématique qui est vraiment, heureusement pas trop fréquente, mais toujours un petit peu angoissante, quoi. Juste en entendant les premières questions, pour expliciter, il y a une patiente qui demande ce qu'est une granulation de Paccioni. Alors, c'est l'endroit où se résorbe le LCR vers les structures veineuses à partir de villosités arachnoïdiennes. Et donc, c'est quelque chose de physiologique, mais qui peut être un petit peu développé. Du côté de Lille, Lyon, Rennes, des commentaires?
J'avais posé la question tout à l'heure à ce propos, et puis effectivement, c'est un débat qui est important, d'autant qu'il y a des patients qui sont obèses, qui ont un chiari et dont le chiari peut régresser après régression de l'obésité. J'avais un patient de 12 ans, 114 kilos, il a perdu 14 kilos, il en restait évidemment, mais le chiari a diminué et les symptômes se sont améliorés. Donc, c'est qui avait présenté une observation comme ça de Bordeaux et donc ça arrive. Donc ça c'est un argument aussi pour ne pas forcément opérer tout de suite. Et on a aussi, l'inverse, on a des cas d'hydrocéphalie, de problèmes hydrauliques qui sont liés au blocage au niveau de la charnière. Alors, où est la poule, où est l'œuf? C'est comment est-ce qu'on peut le prédire en fait? Federico? En pédiatrie, on peut retrouver des situations comme ça de œdème et de chiari dans des mêmes maladies métaboliques qui vont faire les deux. Donc, c'est des facteurs confondants en plus à prendre en compte. Il peut y avoir une maladie sous-jacente qui va donner à la fois le chiari et l'œdème papillaire et qui puis vont nécessiter de traitements spécifiques de décompression, soit du crâne, soit de la charnière, soit un peu différentes et qui répondent effectivement au diagnostic. Et après, le problème, c'est qu'on ne va pas laisser l'enfant. Et alors, on a quelques situations donc d'échecs où on a vu apparaître un œdème papillaire qui n'existait pas aussi initialement. Et je pense que quand on refait le point dans le cadre d'une situation d'échec, il faut penser à ça. D'autres questions du côté de... Il y a une question sur... alors, c'est pas tout à fait dans le... Mais en effet, Calix demande qu'est-ce qui fait qu'une malformation de chiari peut rester asymptomatique pendant 40 ans puis devenir tout d'un coup symptomatique. C'est vrai qu'il y a quelque part un paradoxe dans le fait d'appeler ça malformation de chiari, et donc souvent les patients se demandent s'ils ont ça depuis toujours. Et puis finalement des signes qui apparaissent parfois chez l'enfant, mais aussi parfois uniquement à l'âge adulte. Si vous avez des éléments de réponse à cette question qui n'est pas facile forcément. Le terme de malformation de chiari est controversé parce que tout le monde sait que ce n'est pas vraiment une malformation pour moi en parler, c'est quelque chose de dynamique qui évolue dans le temps, qui évolue avec les âges. Donc c'est juste la position des amygdales cérebelleuses par rapport au tronc occipital et sont des paramètres qui peuvent se modifier au fur et à mesure de la croissance et aussi au fur et à mesure de l'âge avec des facteurs externes. Et Mathieu aussi, le poids général peut modifier la dynamique liquorale et donc faire changer. Donc, on appelle ça malformation, mais ce n'est pas quelque chose de forcément de congénital et pas forcément quelque chose de figé dans le temps. Et je pense que ce qui est important pour les patients, c'est en effet de bien voir que ce terme de malformation de chiari, ça décrit une constatation anatomique sur une IRM et ça recouvre, et j'espère qu'ils l'auront compris, voilà, avec ce séminaire, que ça recouvre plein de réalités différentes qui ne correspondent pas forcément aux mêmes entités nosologiques, aux mêmes maladies. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment un avis neurochirurgical pour chaque situation. Oui, je voulais mentionner aussi quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en pédiatrie, mais je pense que ça doit arriver aussi à l'âge adulte, c'est la découverte d'une craniosténose tardive devant un chiari. Je me souviens d'un patient de 17 ans qui avait un chiari symptomatique et en fait, il avait une oxycéphalie. Je n'ai pas opéré son oxycéphalie, j'ai décomprimé sa charnière, mais ça fait partie des choses qui peuvent se révéler tardivement aussi, alors que c'est une malformation Et donc, le scanner, moi, je pense que les indications doivent être larges. Je sais qu'à Londres, en neurochirurgie pédiatrique, ils font systématiquement un scanner. Alors, c'est un point essentiel parce que vous avez une connaissance très forte des craniosténoses. Nous, chez les adultes, on est très mauvais, mais ça souligne l'importance des RCP. Et je rappelle qu'il y a une RCP nationale, donc malformation vertébromédulaire, puis chiari-syrinx, que Steven coordonne, et c'est une fois par mois, une fois par trimestre. Voilà, donc ça, c'est intéressant parce que là, on a besoin de votre expérience sur des dossiers où on se rend compte que le crâne n'est pas tout à fait bien formé, quoi. Je vais juste renuancer le discours de Mathieu pour dire que si on fait des IRM qui montent assez haut, on peut voir les sutures. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'irradier un scanner, mais juste dans le complément d'IRM que souvent on est amené à faire devant la première image qui nous montre un chiari où on fait quand même la moelle, on fait d'autres choses, de demander au moins une fois une IRM qui va jusqu'au vertex. Dans les séquences T2, on arrive très bien à voir les sutures. Donc, si on a un doute sur les sutures, on continue les investigations. Très bien, je pense que les discussions à Lyon vont s'intensifier.
On poursuit. Merci. Oui. Et donc ça tombe très bien en termes de transition, parce qu'on va parler maintenant de ce que certains appellent les malformations de Chiari complexes, c'est-à-dire associées à des malformations osseuses, et d'où l'importance en effet d'avoir un bilan osseux préopératoire pour les sutures, mais pas que, vous allez voir. Donc une patiente de 15 ans, donc on est, on va dire, en limite pédiatrique. Une malformation de Chiari avec une syringomyélie cervico-dorsale, des céphalées impulsives, des douleurs des membres supérieurs, et puis vous voyez sur ce scanner donc, qui a été demandé, une assimilation de C1 avec une fusion des masses latérales au condyle occipital. Vous voyez que l'assimilation elle est partielle puisqu'il n'y a pas d'assimilation au niveau de l'arc antérieur et qu'il y a une sorte d'hypoplasie de l'arc postérieur qui est fusionné. Ce que vous voyez pas forcément très bien ici, parce que malheureusement ça a été coupé, et qu'on peut deviner un petit peu ce qu'il y a en effet une invagination basilaire avec une ascension de l'odontoïde au-dessus de la ligne de Chamberlain qui est assez modérée. Cette patiente initialement a été prise en charge dans un autre centre. On peut se poser la question de ces malformations de Chiari qui sont associées à des malformations osseuses, pour le coup congénitales, en l'occurrence ici une assimilation de C1 avec une invagination basilaire. Je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais ce qui a été réalisé pour cette patiente en tout cas, c'est une décompression osseuse occipito C1 sans fixation associée et sans plastidurale associée. À 1 an, vous voyez ici que vous avez la persistance d'une oblitération foraminale avec une cavité syringomyélique en revanche qui a plutôt, même très clairement diminué, donc un résultat qui est jugé plutôt satisfaisant à la phase aiguë, à la phase précoce on va dire, et une amélioration clinique aussi. 2 ans plus tard, donc la patiente qui avait 15 ans en a maintenant 17, donc elle passe chez l'adulte, elle présente de nouveau des céphalées avec des signes neuropathiques, des troubles de la déglutition. On lui refait un bilan d'imagerie et puis là on voit que la syrinx reste moins étendue que qu'avant la première intervention, mais est de nouveau un peu plus large, avec toujours cette oblitération foraminale et toujours ces aspects un peu de compression antérieure, avec, vous voyez, pas de flux postérieur, un fin flux au niveau des espaces sous-arachnoïdiens antérieurs et un aspect parfois qu'on appelle de dentoïde récurvatum, comme ça, qui exerce un effet de masse sur la jonction ponto-bulbaire. Donc c'est de nouveau poser la question de soit, puisque la première chirurgie n'avait notamment pas inclus de plastidurale, soit de reprendre la décompression au niveau de la jonction crânio-vertébrale pour cette fois-ci réaliser une plastie durale, ou d'emblée se dire qu'il y avait en fait finalement une mauvaise évolution du fait de cette compression antérieure persistante, et donc d'aller vers éventuellement une fixation, voire une fixation plus décompression antérieure associée. Alors, on pourra discuter ensuite sur ce que vous auriez fait, mais ce qui a été réalisé finalement chez cette patiente, c'est une reprise postérieure simple avec une plastie durale, une coagulation aux amygdales, une plastie donc de neuropatch, et en fait une évolution clinique et radiologique tout à fait satisfaisante. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on recrée une néogranciterne postérieure avec alors ça ne se voit pas très bien sur le diagramme de flux, mais on a l'impression aussi quand même qu'il y a de l'espace un peu rétrotonsillaire, et puis voilà, ça améliore aussi finalement la circulation au niveau des espaces sous-arachnoïdiens antérieurs, et ça conduit à une disparition complète de la syrinx à 3 ans. Je passe à M. Parker pour un deuxième cas de malformation de Chiari associée à une malformation osseuse, et ensuite on pourra discuter à partir de ces deux cas, parce que vous verrez que bien qu'ils sont similaires, ils ont été traités très différemment. Alors donc il a 25 ans, il fait de brillantes études, il a une symptomatologie, et donc on voit qu'il y a cette instabilité, donc C1, C2 qui est associée avec, donc dans mon souvenir, il devait avoir une occipitalisation de C1 ou totale ou partielle, mais donc avec le diastasis et avec l'instabilité. Et donc on avait traité par un abord postérieur avec, voilà, il a donc un Klippel-Feil, l'assimilation de C1, l'instabilité C1, C2, l'invagination basilaire, avec l'instrumentation et la greffe postérieure, et on voit la cavité qui est évolutive et qui était un petit peu inquiétante. Donc il y a eu une fixation, on a fait une délamination durale, dédoublement de Durmer,
on n'avait pas trop envie de mêler à la fois une instrumentation et un temps intradural pour la gestion un petit peu des suites opératoires. Mais j'avoue que j'ai un peu regretté pendant pratiquement 18 mois parce que les premiers contrôles ne montraient aucune régression de la cavité. Et donc là, je m'étais fait la remarque qu'on aurait probablement dû faire la tonsillectomie parce que quitte à faire tout par voie postérieure pour éviter un temps antérieur éventuellement, autant tout faire. Et puis, ben, on a quand même tenu bon et on a vu progressivement l'affaissement de la cavité de façon très différée à partir de 2 ans post-opératoire. Et ça, on le sait, hein, quand on fait un dédoublement d'élamination durale, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour évaluer les résultats. Et je pense qu'il faut parfois attendre vraiment jusqu'à 2 ans et pas les réopérer avant, sauf s'il y avait une révolutivité. Et là qu'on voit, on a une bonne qualité de fusion et il va heureusement très très bien. Donc ça a été un temps postérieur principalement extradural plus instrumentation, mais je pense qu'on aurait tout à fait pu discuter en fait, de faire la tonsillectomie aussi pour peut-être aller vers un meilleur résultat un petit peu plus rapidement. Steven? Sur pour discuter un petit peu donc sur ces malformations de caries associées à des malformations osseuses, je pense qu'en effet le message c'est quand même qu'il y ait un bilan osseux en tout cas préopératoire pour rechercher une malformation congénitale, en particulier si on voit qu'il y a une compression antérieure, une invagination basilaire. C'est vraiment essentiel de ne pas passer à côté, notamment par exemple d'une assimilation de C1, d'une hypoplasie des condyles, d'une platybasie, qui sont probablement pas la même maladie, pas la même physiopathologie, et donc et ensuite dans les invaginations basilaires, et si vous voyez, il y a ces deux cas d'invagination basilaire sur l'assimilation de C1, donc on pourrait se dire que ça rentre dans le même cadre nosologique, et en réalité, c'est pas du tout la même évolution ni le même traitement. Je pense qu'il y a, enfin, nous, la réflexion qu'on s'est fait dans le service récemment, c'est qu'en fait, probablement que ce qui compte, enfin, c'est pas juste l'invagination basilaire ou l'assimilation de C1, c'est le caractère de la compression antérieure, est-ce qu'elle est symptomatique ou pas, est-ce qu'il y a une instabilité C1, C2 associée. Et comment évaluer cette instabilité? Est-ce que c'est juste une augmentation de l'espace atlantodental antérieur, comme dans le deuxième cas? Est-ce que c'est une dislocation facétaire en flexion-extension sur les coupes parasagittales? Est-ce que c'est une instabilité entre guillemets clinique, hein, parce que vous savez qu'il y a des gens qui fixent quasiment tous les caries parce que les patients ont mal à la tête, pas beaucoup en France, mais quand ils font des mouvements en hyperextension et en hyperflexion. Donc ça, c'est une vraie question. Et donc, nous, la réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'il fallait avoir une approche un peu graduée et que probablement, il faut passer du temps pour évaluer cliniquement, radiologiquement, ces malformations de caries complexes et adapter le traitement en fonction du retentissement clinique, de la présence ou pas d'une instabilité, de signes d'atteinte des paires crâniennes, et qu'on peut tout à fait faire des compressions postérieures, même s'il y a une invagination basilaire, à partir du moment où il n'y a pas d'instabilité, où il n'y a pas d'éléments compressifs antérieurs au premier plan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous raisonnez de votre côté. Federico? Toujours pour donner la nuance pédiatrique, donc effectivement, donc, les formes complexes avec altération osseuse, on les retrouve de façon non négligeable quand on les recherche. Donc c'est vraiment une autre type de maladie à proprement parler. On avait discuté tout à l'heure dans la session de pédiatrie sur le fait qu'il peut y avoir des modifications dans l'angle clivo-axial qui vont être significatives. Et du coup, de l'intérêt de pousser les explorations dans ces formes-là à cause d'une possible instabilité qui, malheureusement, des fois se démasque de façon plus importante en post-opératoire parce qu'on va enlever de forme de solidité derrière pour faire de la place et que du coup, ces enfants, malheureusement, peuvent avoir besoin d'une opération, d'une fixation dans un deuxième temps. Et donc là, maintenant, on essaie vraiment d'être attentif à la structure anatomique de la partie antérieure osseuse. S'il y a une anomalie en termes d'angle anormal clivo-axial ou pression basilaire importante, on rajoute des examens, des explorations fonctionnelles avec l'idée d'aller plus facilement à la fixation d'emblée si elle est déjà évidente, et en tout cas une explication aux familles du risque de devoir reopérer l'enfant parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas linéaire, dans le contexte de malformation plus complexe avec le risque de reopération qui est plus élevé. Merci. Merci. On arrive vers la fin du temps, donc on va conclure. On va conclure avec quelques propositions.
Donc la première proposition, c'est comment prendre en charge sur le plan diagnostique un entre guillemets échec au décours d'une décompression de la jonction crânio-vertébrale dans le cadre d'une malformation de Chiari. Je pense qu'il y a un temps, comme on a discuté, diagnostic qui est essentiel, qu'il faut pas négliger. Il ne faut pas simplement se dire bon bah il y a une pseudoméningocèle, il y a une progression de la syringomyélie, donc on fait une IRM puis on reprend. Faut vraiment se poser la question avec les examens, en particulier le scanner, est-ce que la décompression osseuse est suffisante? Est-ce que ma plastie est étanche? Est-ce qu'il y a des signes d'arachnoïdite? Est-ce que c'était pas finalement autre chose qu'une malformation de Chiari standard? Une fois que ce bilan, on va dire, diagnostique est réalisé, dans la plupart des cas, au final, on arrive quand même en première intention à une révision foraminale. On verra, sauf dans quelques cas. Cette révision foraminale, et c'est un peu le message, il faut essayer qu'elle soit la plus complète possible. C'est-à-dire que si on pense que la décompression osseuse n'est pas suffisante, il faut l'agrandir. Si la plastie, par exemple, était dans un matériau synthétique et qu'on pense qu'elle était poreuse, il faut la réviser. Faut explorer l'arachnoïdite et éventuellement, et là c'est un petit peu à la discrétion de chacun, parfois mettre un shunt si on pense que le résultat en termes d'arachnoïdolyse est pas suffisant. Et finalement, une fois qu'on a fait cette première révision qui est le plus souvent foraminale, sauf lorsqu'il y a une arachnoïdite qui est très extensive où on pense qu'on de toute façon on n'arrivera pas à restaurer une circulation, c'est seulement après un temps d'attente suffisamment long, hein, dans le dernier cas qu'on vous a montré, près de 2 ans avant que la syrinx finisse par diminuer, qu'on peut se poser la question d'une dérivation du liquide. Et là, ça dépend évidemment de s'il y a ou pas une syringomyélie importante, ce qui sera plutôt une dérivation syringo-péritonéale. Et si on est plutôt dans le cadre d'une arachnoïdite, par exemple avec un V4 trapé ou avec une hydrocéphalie, plutôt une dérivation ventriculo-péritonéale, en gardant quand même en tête que si on a des échecs, il faut quand même de nouveau se reposer la question du bilan étiologique et ou pas, en particulier la présence d'une malformation osseuse associée. Donc les pseudoméningocèles, on en a un petit peu discuté. Hein, je pense que le consensus, c'est de dire que si vous avez une méningocèle qui n'est pas compressive, qui n'est pas symptomatique en post-opératoire, en particulier en post-opératoire immédiat ou précoce, on va dire à 3 mois, c'est pas du tout des indications de reprise. En revanche, à partir du moment où il y a un problème de cicatrisation, évidemment, de fuite, ou que cette méningocèle elle est compressive, ou à distance que par exemple la syringomyélie progresse, ça peut être un motif de reprise chirurgicale. Et dans ce cas-là, soit il y a une reprise au niveau foraminal si on pense qu'il y a un problème d'étanchéité, soit en cas d'échec notamment, on finit par souvent mettre une dérivation qui peut être ventriculo ou kysto-péritonéale. Le problème des arachnoïdites, on en a aussi parlé. La première chose, c'est évidemment de la diagnostiquer. Parfois, c'est pas facile. Les séquences de flux et les séquences en T2 coupe fine peuvent être utiles pour rechercher donc des adhérences et une absence de flux. Il faut se poser toujours la question, évidemment, devant un échec d'une étiologie sous-jacente. Comment était l'arachnoïde lors de la première intervention? Et là encore, l'idée, c'est d'essayer de se donner tous les moyens possibles pour ne pas avoir à refaire des interventions répétées et donc peut-être d'emblée faire une intervention la plus exhaustive possible, c'est-à-dire non seulement l'arachnoïdolyse, mais aussi la tonsillectomie, la plastie durale, voire le shunt entre le V4 et l'espace sous-arachnoïdien. Donc en conclusion, l'intérêt essentiel de ce webinaire, c'était de discuter de quelque chose dont on ne discute pas forcément souvent, c'est-à-dire nos échecs, et pourtant ils existent dans les malformations de Chiari. Il y a à peu près 7% de réintervention, que ce soit dans la littérature ou dans l'expérience, en l'occurrence ici d'un centre de référence. Donc c'est des choses qui existent, dont il faut évidemment parler avec les patients avant les interventions. Il faut aussi comprendre que c'est d'abord un problème diagnostique, c'est-à-dire que avant d'aller à la réintervention, il faut prendre le temps de l'analyse et de rechercher des facteurs qui auraient pu favoriser cet échec. Et enfin, lorsqu'il y a une reprise chirurgicale, il faut vraiment se donner tous les moyens pour que cette première réintervention soit la bonne et éviter de rentrer dans un engrenage de réintervention avec des problèmes de dysfonction de cathéter, d'arachnoïdite extensive et de difficultés de prise en charge qui parfois paraissent finalement assez insolubles. Voilà, on reviendra enfin sur l'importance de la discussion hein, qu'on a aujourd'hui, mais qui est aussi au quotidien, que ce soit dans nos services, mais plus largement au niveau des centres de référence. Et comme l'a rappelé le professeur Parker tout à l'heure, il y a une RCP pour les malformations de Chiari qui est trimestrielle
qui est coordonnée par le centre de Bicêtre, mais à laquelle sont bien sûr conviés tous les centres qui s'intéressent à cette pathologie. Voilà, je vous remercie. Je remercie la filière pour l'organisation technique du webinaire. Et puis, je ne sais pas si on a le temps pour les questions, mais peut-être pas. Mais si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut encore discuter de 2 minutes, Federico. Merci à la société française Kevin Buffenoir d'avoir accepté de nous donner la place pour cet exercice un petit peu compliqué. Merci à la filière, au centre de référence et beaucoup à l'association Apaisée et à tous ceux qui se sont connectés avec nous, et merci aux collègues dans la salle. Federico. Je voulais juste revenir sur ton concept de la première faute doit être la bonne, qui est un principe général auquel mais qu'on peut quand même discuter sur le fait qu'il y a des cas, en tout cas en pédiatrie, ça existe clairement, dans laquelle la décompression osseuse suffit. Et que le risque de faire une décompression osseuse extradurale seule, en prévenant que ça peut ne pas être suffisant et qu'il faudra peut-être y retourner, vaut peut-être la peine dans certains cas, plutôt qu'aller directement à la chirurgie maximaliste dont on a discuté tout à l'heure avec Mathieu, de mettre un stent, faire la tonsillectomie, etc. d'emblée. Parce qu'il y a énormément de cas dans lesquels la chirurgie extradurale, en tout cas, disons, du feuillet externe de la dure mère, peut suffire et qu'elle ne va pas forcément rendre une deuxième chirurgie plus compliquée. Par contre, c'est clair que dès qu'on a l'intention d'ouvrir la dure mère, dès qu'on rentre dans les tonsilles et on touche à l'arachnoïde, là par contre, idéalement, c'est une seule fois et basta. Tout à fait, oui. Jean-Dolphe. Non, je pense que ces cas cliniques nous rappellent l'importance de l'évaluation initiale et que en fait, on n'a pas une malformation ou une anomalie de Chiari, mais en fait des variantes et qu'il faut adapter à chaque patient le projet thérapeutique. Voilà, je crois que c'est une information importante. Alors, parmi l'une des questions aussi des personnes connectées, comment pouvez-vous diagnostiquer que les symptômes ne sont pas liés au Chiari sans IRM de flux? Bon, je pense que ça pose la question en fait de l'intérêt de l'IRM de flux. Donc, je ne sais pas en pratique comment est-ce que vous incorporez cet outil dans la prise en charge. Je dirais que on peut rappeler que l'IRM de flux, elle peut être qualitative ou elle peut être aussi semi-quantitative, qu'on peut s'amuser à mesurer des vitesses circulatoires dans la cavité avant et après chirurgie, mais à partir du moment où on voit la cavité s'affaisser, on sait que déjà une bonne partie de l'objectif est atteint. L'autre intérêt, c'est aussi dans ces situations où il y a une syringomyélie et puis un petit Chiari ou une discussion autour d'un éventuel Chiari ou non, si jamais il n'y a pas du tout de perméabilité sur l'IRM de flux, on sait à ce moment-là qu'on a une arachnoïdite foraminale. Mais je ne sais pas, vous, la place que vous laissez à l'IRM de flux dans la prise en charge quotidienne. Alors, nous, on utilise l'IRM de flux. Maintenant, il y a beaucoup de façons de l'interpréter, beaucoup de séquences en fonction aussi des différentes machines, des différents radiologues. Donc, c'est important. Si ça passe pas, on est à peu près sûr. Par contre, si ça passe pas très bien, si c'est moyen, on n'a pas forcément la réponse. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire à chaque fois parce qu'il faut aussi s'entraîner avec nos radiologues et les machines qu'on a à disposition. Mais il faut quand même pondérer, on revient à la question précédente, il faut quand même pondérer l'interprétation de ces IRM de flux. Ok, d'autres interventions, commentaires ou ultimes questions? Non, eh bien, merci beaucoup pour cette session très intéressante. Bon après-midi.